Bonjour tout le monde, je suis Milendo, je suis heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Puis je vais vous présenter, donc je suis ici de Gatineau, Québec, un territoire non cédé algonquin, mes ancêtres, donc bien heureuse de vous accompagner dans cette présentation. J'ai été très heureuse de pouvoir travailler avec Sandra puis toute l'équipe des partenariats communautaires en santé, puis toute l'équipe aussi de la petite enfance au Yukon, que j'ai eu la chance de rencontrer quelques-uns d'entre vous, je pense que c'était en mai 2022, je pense que j'étais allée. Donc, puis peut-être on aura la chance de se revoir à nouveau. Mais donc là, je vais vous parler un peu d'un rapport. On a eu une première version qui était basée sur le recensement des données 2016. Puis là, avec la sortie des données de Statistique Canada du recensement 2021, bien, on a publié une deuxième édition qui nous permet un peu de voir les changements qui se sont produits dans les familles francophones du Yukon qui ont des enfants âgés entre 0 et 7 ans. Donc, je vais vous présenter rapidement les données. Bien évidemment, il y a une multitude de données avec lesquelles on peut travailler avec Statistique Canada. Donc, on a fait des sélections sur certaines données qu'on va vous présenter. Puis, je vais vous expliquer un peu notre processus, puis vous donner peut-être un peu plus d'informations supplémentaires que vous ne trouvez peut-être pas nécessairement de façon très détaillée dans le rapport, mais qui vont vous aider à comprendre un peu toutes les réflexions qu'on a eues en amont à la publication de ces rapports-là. Puis maintenant, au Canada, je pense qu'il y a six provinces qui ont maintenant des rapports sur des données assez similaires sur les familles. Donc, c'est intéressant aussi de voir comment ça peut varier aussi d'une province ou d'un territoire à l'autre au Canada. Donc, pour vous donner un peu la réflexion en arrière de tout ça, donc quand on regarde un peu les déterminants de la santé et du mieux-être, qui sont bien évidemment différentes variables qui vont agir, des facteurs qui sont soit personnels, socio-économiques ou environnementaux, qui vont agir sur la santé d'une personne. Puis quand on parle des enfants dans un jeune âge, bien évidemment, vous êtes tous des experts dans ce domaine-là, mais vous savez très bien que le comportement et l'environnement autour de l'enfant vont avoir un impact sur son développement, sur sa capacité de s'épanouir, d'agir. Donc, on est vraiment parti de ces déterminants-là en regardant les données qui sont disponibles avec les données de recensement et on a fait une sélection de certaines variables qui vont être présentées dans le rapport. Donc, si on regarde au niveau ici du revenu statut social, donc on regarde le revenu familial qui fait partie d'une de nos variables. On regarde aussi au niveau de la culture et de la langue, donc quelle langue ils parlent, est-ce que c'est la langue des parents, la langue des enfants, donc on examine ces aspects-là. On a aussi l'environnement physique, donc dans quel type de logement, est-ce que c'est des logements qui nécessitent des réparations qui sont assez majeures ou des réparations mineures, donc le type de logement. Le statut d'emploi des parents, donc le taux de chômage, est-ce que les emplois, les revenus aussi de la famille, puis aussi la structure familiale. Donc, est-ce que ces enfants-là se retrouvent dans une famille qui est où les deux parents sont en couple ou une famille monoparentale? Donc, tous ces facteurs-là vont agir sur le développement de l'enfant. On regarde aussi l'éducation des parents. Donc, est-ce que les parents sont diplômés universitaires, collégiaux, est-ce qu'ils sont sans diplôme? Donc, ce sont tous des facteurs qu'on peut retrouver dans les données de recensement de Statistique Canada qu'on a voulu intégrer dans le rapport. Et bien évidemment, il y a certains facteurs qu'on n'a pas pu regarder, donc entre autres la génétique et la biologie, qui sont des facteurs autres. Donc, dans le fond, ce rapport-ci nous donne un peu une portion de l'information qui pourrait nous aider à bien comprendre l'environnement dans lequel les enfants francophones du Yukon évoluent. Mais bien évidemment, cette information-là doit être complétée avec d'autres informations par rapport à l'accès aux services de santé, le soutien social, tous ces aspects-là qu'on n'a pas pu avoir comme information dans le données. Donc, c'est sûr qu'il y a des sections qui sont manquantes, qui peuvent être complétées avec d'autres données que vous pouvez avoir d'une autre manière dans vos milieux. Donc, le rapport est un peu divisé en deux sections. Une première section qui porte vraiment sur les données de l'individu. Donc, juste un peu pour vous aider
à un peu bien comprendre les données de Statistique Canada, on peut avoir des données qui sont des données sur les individus. Quand on parle le nombre d'habitants, donc les gens, on parle des individus. Donc, une personne, quelles sont les données, puis on dénombre le nombre de personnes qui sont dans telle catégorie ou telle autre catégorie. On peut avoir aussi des données qu'on appelle de famille, de ménage, c'est-à-dire donc les gens qui habitent sous un même toit. Quel est le niveau d'éducation, quel est le revenu annuel de ce ménage-là. Donc, ça, c'est comme la deuxième section qui nous donne un peu plus d'informations sur la famille qui est autour de l'enfant. Donc, il y a vraiment deux types de données qu'on peut avoir à Statistique Canada. Donc, c'est pour ça que des fois, on va regarder un rapport, on va avoir telle information, puis on en regarde un autre, puis on dit, ah, c'est un petit peu différent. Bien, ça se peut que ce ne soit pas basé sur l'échantillonnage de 100 Donc, de 100 c'est quand on parle de tous les individus. Et après ça, des fois, il y a des échantillons où est-ce qu'on est basé sur un pourcentage de la population sur lequel on extrapole des données. Donc, c'est assez complexe. Je ne prétends pas être une spécialiste des statistiques, mais c'est simplement pour vous donner un peu la différence qu'on peut avoir d'un rapport à l'autre. Il y a aussi, on va en parler un peu plus tard, par rapport à la définition de la langue qu'on va utiliser aussi. Il y a plusieurs définitions de la langue. Donc, des fois, un peu, les statistiques vont varier d'une ressource à l'autre selon la définition de la langue qu'on va utiliser. Donc, en introduction, je vais simplement vous donner quelques données démographiques qu'on retrouve dans le rapport. Puis, une des collègues qui est en ligne aujourd'hui qui a mentionné que c'est certain que les données de Statistique Canada, ça peut être très complexe à lire avec des tableaux. Donc, on a vraiment travaillé beaucoup sur le graphisme de ce rapport-là pour rendre ces données-là accessibles et les rendre aussi simples à lire de lecture. Puis, on a vraiment sélectionné les données qu'on trouvait les plus pertinentes. Donc, bien évidemment, il y a encore plein d'autres données qu'on pourrait répertorier, mais on a tenté, en travaillant ensemble avec Sandra, avec les partenaires, de vraiment retrouver des ressources qui pourraient être le plus utiles pour vous. Donc, les premières données, c'est sur la population, donc sur les individus. Donc, quand on regarde au niveau de la population totale du Yukon, il y a quand même eu une augmentation depuis 2016 de 12 de la population. Donc, on était autour de 35 35 875 habitants selon le recensement de 2016. Puis, il y a eu une augmentation de 12 pour se rendre à 40 232 personnes. Quand on regarde au niveau de l'âge des enfants, donc de 0 à 6 ans, donc dans la tranche d'âge pour laquelle on adresse aujourd'hui, il y a quand même eu aussi une augmentation. On était auparavant à 2 985 habitants, puis on a monté à 3 130 habitants, donc 130 enfants de cette tranche d'âge-là. Ce qui est intéressant, c'est que même si on a augmenté le nombre d'enfants, le pourcentage que cette tranche d'âge-là représente dans la population a baissé. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas dans cette tranche d'âge-là que la population a augmenté. On a une augmentation, disons, de 5 000 personnes au Yukon. Mais oui, il y a eu une augmentation des enfants, mais par rapport à la proportion, ça l'a diminué. Donc, auparavant, en 2016, la proportion d'enfants de 0 à 6 ans représentait 8,3 de la population. Et en 2021, elle représente 7,8 de la population. Donc, ça veut dire que la population a augmenté, le 12 qu'on voit d'augmentation de la population du Yukon a augmenté dans les autres tranches d'âge. Donc, j'essaie de vous rendre ça le plus clair possible. Là. Ça peut être mélangeant un peu tous ces pourcentages-là, mais c'est ça. Donc, on a eu une augmentation d'enfants, mais la représentativité de ce groupe d'âge-là dans la population du Yukon a diminué. Quand on regarde au niveau de la langue, donc, encore une fois, on peut regarder uniquement la langue. Dans ce cas-ci, on a sélectionné la définition de la langue maternelle. Donc, on a regardé le pourcentage de gens qui parlent uniquement le français comme langue maternelle. On est à 4,5 mais si on regarde les gens qui ont la langue maternelle français, mais accompagnés peut-être d'une deuxième langue, donc ça peut être l'anglais, ça peut être une langue non officielle. Donc, on rajoute cet aspect-là de dire, bon, la langue maternelle, oui, le français, mais accompagné peut-être d'une autre langue maternelle, le pourcentage augmente à 5,7 de la population.
tout comme en 2016, on est la troisième, le Yukon est la troisième juridiction le plus bilingue au Canada, après le Nouveau-Brunswick et le Québec, avec un taux de bilinguisme de 14,2, qui est sensiblement très similaire à ce qu'on voyait en 2016. Au niveau des données sur l'immigration, donc c'est des données qu'on a voulu rajouter dans cette nouvelle édition du rapport qui n'était pas là précédemment, parce qu'on trouvait ça intéressant de voir la proportion de la population qui a le statut d'immigrant. Donc, si on regarde au niveau de l'ensemble de la population, on a 13,6 de l'ensemble de la population qui a le statut d'immigrant. Immigrants récents, donc ceux qui ont immigré puis qui habitent au Yukon depuis 2016, on parle de 2,8 de la population. De deuxième génération, c'est 16 Et quand on regarde parmi la proportion immigrante actuelle, il y en a 20 qui sont arrivés dans les 5 dernières années. Donc, c'est un peu pour vous donner un peu une idée un peu de la population, puis de leur origine et qui a été nouvellement accueilli au Yukon. Donc, encore une fois, on est toujours dans les données d'individus. Quand on regarde aussi, fait intéressant des données que Statistique Canada a publiées aussi, qu'on trouve intéressantes pour montrer un peu la répartition puis l'évolution de la population dans les 20 dernières années. Donc, ce qu'on constate, c'est que ici, dans la tranche d'âge 0-14 ans, oui, il y a eu une variation de 13,1 si on constate de 2001 à 2021. Il y a quand même eu une augmentation, mais c'est une augmentation qui n'est pas très grande par rapport à ce qu'on a vu comme évolution dans les autres tranches d'âge. Donc, c'est-à-dire que si on regarde ici chez les 65 ans et plus, on a une évolution de 249,7 c'est-à-dire qu'on a triplé en termes de population pour cette tranche d'âge-là. Donc, quand je vous parlais tantôt de la population du Yukon qui a augmenté, bien, probablement que cette augmentation-là est vraiment biaisée par les gens qui ont 65 ans et plus. Donc, cette population-là a vraiment augmenté par rapport à la population de 0-14 ans. Si on regarde maintenant au niveau de la population selon la langue, donc la langue maternelle uniquement française, on a vu également une belle augmentation dans les 20 dernières années. Donc, la population a doublé, la population ayant une langue maternelle française a doublé dans les 20 dernières années. Donc, une plus grande population francophone au Yukon par rapport à 2001. Puis ça, c'est tous les âges confondus. Puis, si on s'attarde uniquement à la langue, donc là, un peu plus de détails, les gens qui ont la langue maternelle uniquement anglaise, donc il y a eu une augmentation de 9,9 depuis 2016. Au niveau de la langue uniquement française, une augmentation de 13,7 depuis 2016 et uniquement non officiel, donc de 11,9. Donc, ce qui est intéressant de constater, c'est que le pourcentage de variation depuis 2016 est plus grande chez la population francophone. Donc, les gens qui ont la langue maternelle uniquement française, c'est eux qui ont le plus haut pourcentage de variation au niveau de l'augmentation de la population dans le Yukon. Donc, c'était un peu les données générales qu'on retrouve publiquement sur le site de Statistique Canada par rapport aux individus. Dans le cadre de ce rapport-ci, donc on s'attarde vraiment maintenant aux familles. Donc, encore une fois, c'est les familles qui ont des enfants âgés entre 0 et 6 ans, donc en bas de 7 ans. Qui habitent au Yukon. Donc là, les données que je vais vous présenter, c'est vraiment un tableau de données personnalisées. Donc, ce ne sont pas des données qu'on peut retrouver publiquement sur le site web de Statistique Canada. Donc, avec le soutien financier de l'Agence de santé publique du Canada, donc dans le cadre du projet Petite enfance en santé, on a pu commander des données personnalisées pour, on appelle ça des familles de recensement. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont ressorti, selon certaines variables, les données pour les familles, c'est ça, qui ont au moins un enfant âgé entre 0 et 6 ans, puis on a pu regarder ça selon la langue.
Donc, comme je vous ai mentionné préalablement, il y a plusieurs définitions de la langue dans le recensement sur lesquelles les gens peuvent se prononcer. Donc, on peut avoir connaissance de la langue. Donc, est-ce que je connais le français? Est-ce que je connais l'anglais? On a la langue la plus souvent parlée à la maison. Donc, avec quelle langue je m'exprime lorsque je suis à la maison? On a la langue maternelle, donc la langue qu'on a appris. La première langue officielle parlée. Donc, la première langue officielle parlée, ce n'est pas une donnée qu'on coche quand on remplit le recensement. La première langue officielle parlée, c'est un peu, pour rendre ça assez simple, là, c'est une variable qui part de plusieurs définitions de la langue, entre autres la langue maternelle, entre autres la langue la plus souvent parlée à la maison. Puis, il y a un calcul qui se fait, un calcul, oui, une analyse qui se fait par rapport à tout ça. Puis, si vous voulez, je peux vous envoyer le lien pour voir ça, mais c'est une variable qui nous permet de faire un peu un amalgame de toutes les définitions de la langue qui ensuite nous déduit, bon, quelle est la première langue officielle parlée. Donc, c'est un mélange un peu de toutes ces définitions-là. Puis souvent, les documents qu'on va voir au niveau du gouvernement fédéral vont parler de la première langue officielle parlée. Dans le cadre de ce rapport-ci, on a choisi de s'attarder de façon plus précise au niveau de la langue maternelle parce qu'on parle de jeunes enfants, donc on parle de la première langue avec laquelle ils parlent. Puis aussi, on voulait pouvoir utiliser ces données-là dans le futur pour comparer à d'autres études qui ont été faites par rapport aux langues minoritaires, puis souvent, la définition qui a été choisie dans les études en recherche, c'est souvent la langue maternelle. Donc, c'est simplement ce choix-là qui a été fait de vraiment faire une analyse plus poussée, mais en fonction de la définition de la langue maternelle. Mais vous allez voir qu'on a quand même fait quelques comparaisons avec les autres définitions pour vous aider à mieux comprendre comment ça pourrait varier un peu d'une définition à l'autre. Donc, si on regarde la répartition des familles, donc au total, le nombre de familles qui ont des jeunes enfants entre 0 et 6 ans et donc, au total, c'est ça. Les familles qui ont des enfants de 0 et 6 ans, on en a 2185 au Yukon. Que ce soit juste un parent avec des enfants ou deux parents avec des enfants, on en a 2185 au Yukon. De ces 2185 familles, donc ça, c'est un peu notre échantillon total sur lequel on s'est attardé dans notre analyse statistique. De ces familles-là, il y en a 70 dans lequel la langue maternelle de l'enfant est uniquement le français. Et dans ces 70-là, c'est sensiblement le même chiffre qu'on avait en 2016. Donc, ça n'a pas changé. Si on regarde dans ces familles-là, les enfants qui ont la langue maternelle français et anglais, en 2016, on avait uniquement 30 familles, puis en 2021, ça a augmenté à 65 familles. Donc, il y a eu quand même une augmentation de 116 c'est-à-dire ça l'a doublé, un peu plus que doublé depuis 2021. Donc, les enfants qui ont la langue maternelle français et anglais. Et si on regarde au niveau des familles, il y en a 1870 pour qui l'enfant, le ou les enfants ont la langue maternelle unique anglaise, qui est sensiblement le même chiffre. Donc, ici, il y a une petite correction à faire, là. Donc, en 2016, c'était 1820. Ça a augmenté à 1870, donc une augmentation de 2,7 donc une très petite augmentation par rapport aux familles anglophones. Mais ce qui ressort de façon ici intéressante, c'est quand on regarde la langue maternelle des enfants bilingues, donc français et anglais, on a quand même une proportion de familles qui a doublé depuis 2016. Ici, une petite analyse qu'on a faite justement en vous disant qu'on a regardé les différentes définitions de la langue. Donc, on a la langue la plus souvent parlée à la maison de l'enfant, la langue officielle parlée par l'enfant, on a la langue maternelle de l'enfant et on a aussi la langue maternelle des parents. Donc, encore une fois, ça fait une série de réflexions qu'on a dû faire en analysant les données. Donc, est-ce qu'on regarde le nombre de familles selon la langue maternelle de l'enfant ou le nombre de familles selon la langue maternelle des parents? Donc, comme vous regardez bien ici, il n'y a pas énormément de variations. Dans les chiffres, ce qu'on regarde selon la langue la plus souvent parlée de l'enfant, on parle de 105 familles.
Quand on parle de la première langue officielle parlée par l'enfant, en français, c'est 105 familles ici. Quand on regarde la langue maternelle de l'enfant, c'est 135. Et quand on regarde la langue maternelle des parents, c'est 200. Donc, c'est vraiment là qu'on voyait un changement, c'est entre le fait de regarder le nombre de familles selon la langue de l'enfant ou le nombre de familles selon la langue des parents. Donc, c'est quand même une information intéressante, ce qui nous permet de voir ici, puis que j'aimerais porter votre attention sur ça, puis je vais vous amener à la page suivante. Dans le fond, ce qu'on constate, c'est que quand on regarde le nombre de familles selon la langue du parent, donc c'est-à-dire qu'il y a un parent qui parle français, au moins un parent qui parle français, quand on constate ça, on voit qu'il y en a juste 135 qui ont comme transmis leur langue à leur enfant. C'est-à-dire, donc, moi, ma langue maternelle, c'est le français. Donc, le chiffre diminue quand on regarde la proportion de familles selon la langue du parent ou de l'enfant. Donc, si on parle qu'il y a 200 parents qui auraient pu transmettre leur langue française à leur enfant, en théorie, si c'était une transmission de 100%, on devrait avoir 200 familles également selon la langue de l'enfant, mais ce n'est pas le cas. Ce qui nous indique, par exemple, donc on regarde ce pourcentage-là, ça voudrait dire qu'il y a juste 67% des familles qui ont au moins un parent qui parle français, qui ont transmis leur langue maternelle à leur enfant. Ce pourcentage-là est plus élevé qu'en 2016. Donc, en 2016, c'était 58,3%. Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu un peu plus de parents qui ont transmis leur langue maternelle française à leurs enfants qu'en 2016. Donc, on trouve que c'est une donnée quand même intéressante de voir comment le comportement un peu des parents par rapport à la transmission de la langue, quelque chose d'intéressant peut-être qui pourrait vous aider dans vos prises de décision futures pour différentes actions à mettre en place. Pour les variables subséquentes, ce qu'on a choisi de faire, c'est étant donné que beaucoup de variables qu'on regarde sont vraiment axées par rapport aux parents. Donc, le revenu familial, par rapport à aussi le niveau d'éducation. Donc, ce qu'on a fait comme choix, c'est de vous présenter les données des familles, mais en fonction de la langue maternelle du parent. Parce que bien évidemment, c'est le parent qui va avoir une influence sur l'enfant. Donc, on a choisi, dans le fond, de s'attarder à nos 200 familles sur lesquelles il y a au moins un parent qui a la langue maternelle française. Donc, j'espère que c'est assez clair dans tout ça. J'essaie de regarder les gens en ligne parce que ça peut être un peu mélangeant, toutes ces définitions-là, mais j'espère qu'on peut vous présenter ça, vous décortiquer ça, dans le fond, de façon un peu plus gérable dans la suite des choses. Donc ici, quand on parle des données, je vous parle ici de toutes les familles. Donc là, on regarde toutes les familles qui ont des enfants entre 0 et 6 ans. Ce qu'on a constaté au niveau de l'identité, donc il y a eu une augmentation quand même assez intéressante au niveau des minorités visibles. Donc, de gens qui proviennent d'une culture différente, qui dans le fond, s'associe à une minorité visible, une augmentation quand même de 86,1% par rapport à 2016. Donc, un peu les données d'immigration qu'on voyait tantôt aussi, qui sont intéressantes à comparer avec tout ça. Puis au niveau de l'identité autochtone, il y a eu une augmentation de 9,2%. Quand on regarde maintenant les familles dont au moins un parent est de langue maternelle française, ce qui est intéressant ici, c'est qu'en 2016, il y en avait très, très peu de familles qui avaient la langue, dont un parent qui avait la langue maternelle française. Il y en avait très, très peu. Le chiffre s'approchait de 0. Donc, à ce moment-là, on ne pouvait pas donner le chiffre exact parce que, bien évidemment, dans les données de Statistique Canada, il y a un peu des arrondissements qui doivent se faire. On doit protéger aussi la confidentialité des données. Puis aussi, quand on regarde les données de famille, j'ai oublié de le mentionner tantôt, mais c'est un échantillonnage de 25% sur lequel on extrapole les données. Donc, des fois, il y a de la variation. Fait que quand le chiffre est trop petit, on ne peut pas nous donner le chiffre exact. Donc, en 2016, ce chiffre-là était très, très petit.
Puis maintenant, en 2021, on a pu nous dire qu'il y en a 5 des familles qui s'identifient dans la catégorie de minorité visible et qui ont au moins un parent de langue maternelle française. Donc, c'était une très grande augmentation par rapport à ce qu'on avait avant, parce qu'avant, c'était très, très minime. Et là, on se retrouve quand même avec 5 de la population. Même chose au niveau de l'identité autochtone. Donc, il y a eu quand même une très grande augmentation depuis 2016 aussi par rapport aux familles avec la langue maternelle française. Il y a eu quand même des augmentations au niveau aussi des familles où est-ce qu'il n'y a aucun parent qui sont de langue maternelle française. Donc, il peut y avoir des parents soit qui ont la langue maternelle anglaise ou la langue maternelle non officielle. Donc, il y a eu une augmentation quand même de 84 et une augmentation de 6,6 au niveau de l'identité autochtone. Lorsqu'on regarde le revenu et l'emploi, pour les gens qui ont pu consulter la première édition du rapport, à ce moment-là, on avait publié les données sur le revenu total moyen. Ce qu'on a constaté, c'est que, étant donné que la population, on a juste 2000 familles, donc c'est une population quand même assez petite. Donc, dès qu'il y a quelques familles qui avaient un revenu beaucoup plus élevé, bien, on connaît un peu l'instabilité des moyennes. Les moyennes vont être poussées dans une direction, mais ce n'est pas nécessairement l'ensemble, ce n'est pas nécessairement représentatif de l'ensemble des familles. Donc, en travaillant avec Sandra, donc, on a déterminé que c'était plus représentatif de parler de revenu total médian. Le revenu total médian, ça veut dire c'est le point central où est-ce qu'il y a 50 des familles qui sont avant, qui ont un revenu plus élevé et 50 des familles qui ont un revenu plus bas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? J'entendais du bruit. Non, je crois que c'est un micro qui est ouvert. S'il vous plaît, vérifiez que vos micros sont fermés. Merci. C'est bon, parfait. Donc, on a choisi de vous présenter le revenu total médian. Donc, c'est vraiment la zone du milieu, là. Donc, c'est-à-dire que il y a 50 des familles qui ont des revenus plus élevés, puis 50 donc on se retrouve vraiment dans le centre. Ce qu'on constate dans nos données, c'est que les familles avec lesquelles il y a au moins un parent de langue maternelle française ont un revenu un peu plus élevé que les familles qui n'ont pas de parents avec la langue maternelle française. Donc, il y a une petite augmentation. On parle de 125 000 puis 121 000 pour les familles où est-ce qu'il n'y a pas personne qui a la langue maternelle française. C'est une petite augmentation au niveau depuis 2016 pour les familles françaises et pour les autres familles, c'est une augmentation de 17,2 Un point que j'aimerais amener ici, c'est vraiment quand on regarde le salaire total médian, un fait intéressant, puis qu'on regarde où est-ce que c'est les familles, que c'est uniquement la mère qui est francophone, ce salaire-là augmente à 132 000 puis il était 96 000 en 2016. Donc c'est vraiment une très grosse augmentation, surtout chez les familles où est-ce que c'est la mère qui est francophone. Je ne peux pas vous l'expliquer, mais quand même quelque chose d'intéressant à regarder. Puis du côté du taux de chômage, le taux de chômage au niveau des familles avec lesquelles il y a au moins un parent de langue maternelle française était très, très bas également en 2016, donc presque nul. Donc, on n'avait pas le chiffre exact un peu pour les mêmes raisons que je vous ai expliqué tantôt. Mais on a eu, en 2021, on a un chiffre de 10,8 qui est quand même très élevé. Toutefois, il faut faire attention à l'interprétation de cette statistique-là parce que, encore une fois, c'est très peu de gens. Donc, de nos 2000 familles, 2135 familles qu'on avait initialement, c'est quand même un petit chiffre qui se retrouve avec un taux de chômage de 10,8 Et ce chiffre-là, ce pourcentage-là, donc, augmente à 20 quand c'est les familles que c'est le père qui est francophone. Donc, c'est vraiment, on voit que les familles où est-ce que c'est la mère, on regarde le salaire de la mère qui est francophone, le salaire est plus élevé. Puis quand on regarde les familles où est-ce que c'est le père qui est francophone, le taux de chômage est plus élevé.
quelque chose à peut-être analyser avec vos partenaires pour essayer de comprendre ce qui se passe, mais c'est quand même un fait intéressant. Puis on a été même très surprise de le voir que j'ai dû revalider ces données-là avec Statistique Canada pour nous assurer qu'il n'y avait pas eu d'erreur et on a eu la confirmation que c'est bel et bien les données. Donc, quelque chose à prendre en considération peut-être avec certains de vos partenaires. Au niveau de l'éducation, donc comme en 2016, les familles ayant au moins un parent de langue maternelle française ont un niveau de diplomation universitaire plus élevé que les autres familles dans lesquelles il n'y a aucun parent de langue maternelle française. Cependant, ce pourcentage-là a quand même changé un peu depuis 2016. Donc, en 2016, on avait 55,6 des familles francophones, donc avec au moins un parent de langue maternelle française. Il y en avait 55,6 qui étaient diplômés universitaires, donc soit baccalauréat et plus élevé. Puis en 2021, on est à 47,5 Donc, même si ces familles-là demeurent plus diplômées au niveau de l'université que les autres familles dans lesquelles il n'y a aucun parent francophone, ce pourcentage-là est quand même un petit peu plus bas. Il y a eu une augmentation au niveau des diplômes collégiaux, mais une réduction au niveau des diplômes secondaires professionnels. Donc, c'est sûr que le niveau de diplomation universitaire, on le sait que dans les déterminants de la santé, la diplomation des parents joue un très grand rôle d'influence sur le développement de l'enfant et encore plus l'éducation de la mère aussi. Et dans ces pourcentages-là, le pourcentage de l'éducation de la mère est également plus élevé chez les familles francophones. Un autre point intéressant, c'est les familles sans diplôme, donc dans lequel il y a des parents qui n'ont aucun diplôme. Et ici, on a une augmentation qui est très majeure depuis 2016. Donc, ce chiffre-là était nul en 2016, donc était près de zéro. Encore une fois, on n'a pas le chiffre exact, mais était très, très petit en 2016. Puis maintenant, en 2021, au niveau des familles francophones, on se retrouve à 12,5 Donc, même si les familles francophones demeurent très diplômées côté universitaire, on a quand même eu une augmentation de familles pour lesquelles il y a un parent qui est sans diplôme. Une autre information importante à prendre en considération, c'est la petite astérix qui est en bas ici, ou le dièse. C'est que dans les données d'éducation, quand on parle de famille de recensement, encore une fois, je retourne dans le jargon des statistiques, mais quand on parle de l'éducation, les données qu'on reçoit de Statistique Canada sont selon la personne repère ayant répondu au recensement. Donc, c'est-à-dire la personne, donc ça peut être le père, ça peut être la mère, qui a répondu au sondage du recensement au nom de la famille. Donc, ça, c'est la personne repère. Donc, c'est comme la première adulte qui a répondu au sondage et c'est ces données d'éducation de cette personne-là. Donc, ça pourrait dire que dans les familles, il y a un deuxième parent qui a peut-être une diplomation qui est différente, mais dans le cadre de cette analyse-ci, Statistique Canada, la façon qu'ils répertorient les données, c'est qu'ils choisissent les données de la personne repère. C'est la même chose pour le taux de chômage dont je vous ai parlé tantôt aussi. Le taux de chômage, c'est selon la personne repère, c'est-à-dire la personne qui a rempli le sondage de recensement pour la famille. Mais encore une fois, ces personnes-là demeurent sensiblement les mêmes d'un recensement à l'autre. Donc, c'est quand même des données intéressantes à pouvoir comparer de 2016 à 2021. Donc, encore une fois, toutes les différentes manières de regarder les données de Statistique Canada. Donc, en prenant tout ça en considération, encore une fois, un petit rappel, quand vous regardez d'autres rapports qui ont été écrits, assurez-vous que c'est vraiment les mêmes données, la même définition de la langue, puis la même, est-ce que c'est selon les individus et c'est selon les ménages? Tout ça peut faire varier les pourcentages. Donc, c'est important de vraiment bien préciser ce que vous regardez comme données, surtout si vous comparez d'un rapport à l'autre qui n'a pas nécessairement été écrit de la même manière. Donc, je vais poursuivre avec les prochaines. Je regarde le temps. Je vais essayer de terminer. On n'est pas loin. On est presque arrivé à la fin. Donc, on a regardé, comme je vous parlais aussi, la structure familiale. Donc, est-ce que ces enfants-là habitent dans une famille où est-ce qu'il y a deux parents qui habitent en couple ou dans une structure familiale où est-ce qu'ils sont
monoparentale. Ce qu'on a constaté, c'est que la structure familiale a très peu changé depuis 2016, qui est quand même positive. Donc, la majorité des familles dont il y a au moins un parent de langue maternelle française, 95 de ces familles-là habitent en couple et un très petit pourcentage sont monoparentales. Et bien évidemment, comme dans la plupart des familles, les familles qui se retrouvent de façon monoparentale, en grande majorité, c'est la mère qui est monoparentale dans ce cadre de ces familles-là. Et au niveau des familles dont il n'y a aucun parent de langue maternelle française, le pourcentage en couple est de 77,6 donc, une plus grande proportion qui se retrouve de façon monoparentale. Donc, on parle de 22,4 qui sont en situation monoparentale au niveau des familles dont il n'y a aucun parent francophone. Donc, c'est une bonne nouvelle pour les familles de langue maternelle française où est-ce que les enfants se retrouvent dans une famille où est-ce qu'il y a deux parents. On le sait qu'entre autres, c'est un déterminant aussi de la santé de savoir que les enfants ont deux parents qui habitent avec eux. Donc, c'est un facteur qui peut influencer, avoir une influence aussi sur différents aspects du développement de l'enfant. On arrive maintenant à l'état du logement, donc la dernière variable qu'on a regardée. Donc, dans quel genre de maison, dans quel genre de logement, que ce soit une maison ou un appartement, ces gens-là habitent. Donc, on aurait pu regarder est-ce qu'ils sont propriétaires ou locataires. Ça aurait pu être une autre variable qu'on ajoute. Mais quand on commande des données de Statistique Canada, il y a une limite dans le nombre de variables qu'on peut inclure dans notre analyse parce que toutes les permutations et les croisements qu'on peut faire de ces données-là, ça devient trop gros à un moment donné. Donc, on a dû faire des sélections de quelles variables nous parlaient plus ou allaient nous aider un peu plus dans nos réflexions. Donc, on a choisi dans ce cas-ci de regarder l'état du logement. Donc, est-ce que le logement dans lequel ces familles-là habitent a besoin d'un entretien régulier, c'est-à-dire ce qui est tout à fait normal? Est-ce qu'il nécessite des réparations qui sont mineures? Donc, encore une fois, vous pouvez aller voir au début du rapport, il y a un lien pour aller voir toutes les définitions de Statistique Canada. Qu'est-ce qu'on entend par rénovation mineure? Donc, rénovation mineure, ça peut être quelque chose comme il y a un problème dans la plomberie, quelque chose qui est assez mineur. Quelque chose qui est majeur, c'est le toit, il coule. Les fenêtres ont besoin d'être changées, les fenêtres sont brisées. Donc, quelque chose qui est assez majeur, qui va influencer beaucoup la vie des gens qui habitent à l'intérieur de ce logement-là. Donc, quand on regarde au niveau des réparations majeures, on a eu une diminution, ce qui est quelque chose de positif aussi pour les familles de langue maternelle française. Donc, une diminution de 10 ce qui n'est pas très élevé, mais quand même une diminution des familles qui se retrouvent dans des logements où est-ce qu'on nécessite des réparations majeures. Cependant, ce pourcentage-là est plus élevé que dans les familles dans lesquelles il n'y a aucun parent de langue maternelle française. Donc, légèrement plus élevé dans les familles francophones. D'un autre côté, au niveau des réparations mineures, c'est plus élevé dans ces familles-là par rapport aux familles avec un parent de langue maternelle francophone. Donc, je vais tenter de un peu vous donner un sommaire des points clés que vous retrouvez à la fin du rapport. Donc, la population de langue maternelle française a connu quand même une augmentation, une plus grande augmentation par rapport aux autres groupes, comme je vous ai mentionné au début, quand on parle des individus. Il y a plus d'individus qui ont la langue maternelle uniquement française en 2021 qu'en 2016. Et c'est dans cette définition-là de la langue qu'on a eu la plus grande augmentation. On a 30 familles de plus pour qui la langue maternelle de l'enfant est le français et 20 familles de plus pour laquelle la langue maternelle d'au moins un parent est français. Donc, il y a quand même une augmentation du nombre de familles francophones de langue maternelle française. Quand on regarde la langue maternelle de l'enfant, on parlait du français et de l'anglais, donc des enfants bilingues, comme je vous ai dit au début, on a quand même doublé, on est parti de 30 à 60. Donc, il y a beaucoup plus d'enfants qui apprennent et le français et l'anglais en même temps, donc qui ont les deux langues maternelles. Encore quelque chose à considérer dans vos actions futures.
Puis, il y a plus de parents qui semblent transmettre la langue. Donc, comme je vous ai mentionné au début, on avait 200 familles quand on regarde la langue maternelle des parents, puis on en avait uniquement 135 quand on parlait de la langue maternelle de l'enfant. Donc, il y a une disparité entre le nombre de familles qui pourrait, selon nous, indiquer une transmission de la langue. Encore une fois, c'est une explication que nous, on a mis de l'avant, mais qui serait quand même à valider avec différentes autres données. Au niveau du revenu total médian, donc les familles francophones ont augmenté leurs revenus en plus petite portion que les familles anglophones. Donc, on a augmenté quand même notre revenu juste de 5,9 puis les familles anglophones ont augmenté de 17,2 on a parlé du revenu médian qui est plus élevé lorsque c'est la mère qui est francophone et le taux de chômage qui est plus élevé lorsque c'est le père qui est francophone. Et les derniers constats. La diplomation universitaire demeure plus élevée chez les familles francophones. Puis les familles où l'enfant, donc encore une fois, lorsque c'est la famille, avoir un diplôme universitaire, les familles francophones, même s'il y a eu une diminution un peu de ce pourcentage-là, il demeure quand même comme étant celles les plus nombreuses à avoir un diplôme universitaire par rapport aux familles qui n'ont aucun parent de langue maternelle francophone. Le nombre de familles avec de minorités visibles ou avec une identité autochtone a augmenté et pour les familles francophones et pour les familles anglophones, mais quand même de façon assez prononcée, surtout au niveau des familles francophones, là. On n'en avait presque pas en 2016, puis on se retrouve quand même avec un pourcentage beaucoup plus élevé en 2021. Puis au niveau des réparations, donc les familles francophones nécessitant des réparations mineures et majeures a quand même diminué depuis 2016, qui est quelque chose de positif. Donc, en conclusion, moi, j'aimerais ça, peut-être, je ne sais pas si on a le temps d'avoir des échanges ou pas, je regarde le temps, mais de voir comment, selon vous, ces données-là pourraient être utilisées et comment ces données-là pourraient aussi vous être utiles dans vos actions. Puis, je vous invite aussi à remplir à la fin du rapport on a mis un peu ce que je retiens de ce rapport. Donc, évidemment, il y a beaucoup de données à regarder. J'ai essayé de vous résumer ça de façon rapide, mais peut-être d'avoir une réflexion par rapport à votre propre travail à vous. Quel genre de données pourrait être utile dans votre travail, puis comment ça pourrait vous aider à agir pour aider la santé des tout-petits de langue maternelle française du Yukon. Merci beaucoup pour votre attention, puis je suis prête à répondre à vos questions, vos commentaires.